Bonsoir. L'exposé de ce soir est a priori une série de 3 exposés. Si tout va bien, je ferai 3 exposés. Je pourrais l'intituler Science et création, le fait divin et le piège du rationalisme. J'ai consacré 4 exposés vidéo filmés aux limites de l'évolutionnisme, sous le titre L'erreur de Darwin, l'imposture de Darwin, le mensonge évolutionniste. Vous pouvez vous y reporter. Le premier portait sur les limites de l'évolutionnisme, un deuxième sur les compléments qui avaient été faits récemment et les limites de ces compléments, un troisième sur les limites du hasard, et un dernier sur la question de l'intelligent design qui prétend concilier la création et l'évolution. Résultat, le bilan un peu de ces réflexions, nous étions en présence d'une série de faits inexpliqués. L'origine de la vie, les lois de la physique, le surgissement des espèces, l'absence de fossiles. Et devant ces faits, les évolutionnistes nous disent qu'il n'y a pas d'autre alternative que de continuer à chercher ou d'expliquer ces faits par l'évolution, car l'alternative c'est la création. Or, la création n'est pas une explication rationnelle. D'une certaine façon, nous nous retrouvons devant un acte de foi de la part des évolutionnistes. Et on pourrait en rester là et se dire, c'est miracle pour miracle. Miracle évolutionniste contre miracle de la religion révélée. En d'autres termes, le récit biblique n'est pas plus vaut la mythologie évolutionniste, et en rester là. Si on procédait de cette manière, en disant chacun sa foi, chacun son option, on concéderait à la thèse évolutionniste que la Bible est une révélation mythologique, et on céderait également à une certaine facilité. Nous irions dans le sens de la plupart des savants, de tendance rationaliste. Le rationalisme, je ne fais pas allusion ici à l'école philosophique rationaliste, qui est un courant plus restreint de la philosophie, qui admet la métaphysique, mais je pense ici au rationalisme positiviste, qui ramène toutes les énigmes de la vie, qui veut les ramener à la raison humaine. Donc si nous acceptions cette proposition, miracle pour miracle, miracle de la Bible contre les miracles de l'évolution, on céderait à ce dilemme qu'ils croient légitime et qu'ils imposent en quelque sorte aux croyants. Et on peut le résumer de cette façon: vous devez choisir ou la science ou bien la création et le miracle. Pour eux, la création et le miracle, n'étant pas l'objet d'une expérience reproductible, n'est pas l'objet de science. Eh bien, il faut le dire, après l'examen, cette opposition et cette alternative est un faux dilemme. Pourquoi et en quoi le miracle, et plus généralement la création, s'opposerait nécessairement à la raison et à la rationalité? Est-ce que les évolutionnistes nous ont expliqué en quoi le miracle s'opposait à la rationalité? Nous allons voir dans cet exposé, dans les 2 autres exposés que je ferai, j'expliquerai pourquoi je fais 3 exposés bien distincts avec un thème précis. Nous allons voir pourquoi cette opposition n'est pas légitime. D'après eux, tout ce qui est science est objet d'expérimentation, d'ailleurs d'une expérimentation tangible, visible, comme si toute la science n'était faite que de réalités sensibles et matérielles, et ils oublient ou ils ne voient pas que la science elle-même, et j'y viendrai au cours de cet exposé, est pétrie de concepts immatériels. Comme si de plus il n'y avait pas une forme d'expérimentation métaphysique. Je vais donc essayer de le montrer aujourd'hui. Alors pour bien le montrer, je vais développer ma présentation en 3 temps. Pour comprendre que l'opposition création-miracle, cette alternative devant laquelle nous mettent les scientistes en nous disant « vous devez choisir, c'est soit le miracle, soit la création », pour comprendre que
c'est un faux dilemme, une fausse alternative. Il nous faut d'abord comprendre cette notion de science. Et pour comprendre cette notion de science, il faut analyser la notion de raison. On va voir donc aujourd'hui ce thème du rapport de la science à la raison, essayer de définir la notion de science. Cela nous conduira à envisager les rapports de la science et de la philosophie et de comprendre ce qu'est la nature de la raison. Et on verra qu'en comprenant la nature de la raison, cette notion de science est changée et cette vision de l'opposition création évolution, ou création plutôt science, n'est pas pertinente. Lorsque nous aurons vu ça, la semaine prochaine ou lors d'un autre exposé, nous aborderons le thème des rapports de la science et de la foi. Mais avant de parler de la foi, il faut parler de cette notion de science. Dans un troisième exposé, je l'annonce tout de suite maintenant, car peut-être ceux qui nous regardent seront intéressés. Nous essayerons de recueillir les fruits de cette analyse science et foi, science et métaphysique, pour montrer qu'un certain nombre d'événements qui pourraient sembler mythologiques dans la Bible ont un caractère de vraisemblance. Je pense par exemple à la Terre jeune. L'idée d'une Terre jeune qui nous paraît complètement inconcevable aujourd'hui, tellement nous sommes habitués aux milliers, aux millions, aux milliards d'années qu'on nous présente. Je pense aussi à l'existence d'un premier couple humain, appelé l'Adam Y et l'Ève mitochondriale, qui est maintenant admise par les biologistes. Je pense aussi à d'autres événements relatés par la Bible, tels que le déluge et l'arche de Noé, que de très nombreuses découvertes ont mises à jour tout au long du XXe siècle, et puis d'autres faits qui sont plus extraordinaires, comme peut-être la coexistence des dinosaures et des hommes, mais n'anticipons pas. Donc j'aborde tout de suite mon premier sujet, le sujet de ce soir, qui porte sur la science et sur la notion de raison. Alors autrefois, on définissait la science comme la recherche des causes qui relient les phénomènes pour en tirer un certain nombre de relations générales qu'on appelle des lois. À partir de ces lois, on recherchait à remonter aux principes communs. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre la science et la métaphysique. La philosophie, disons, en général, et la métaphysique qui est la partie la plus élevée de la philosophie. Je vais le faire en vous montrant, en faisant 3 remarques. Nous allons voir que la science et la philosophie ne s'opposent pas lorsqu'on considère leur finalité, d'une part, lorsqu'on considère les instruments qu'elles emploient, et enfin, lorsqu'on réfléchit et examine la nature de cette raison qui est à l'œuvre dans ce but de recherche des principes, cette recherche des lois. Alors, tout d'abord, la finalité dans la connaissance. Le besoin de connaître, qui est inné chez l'homme, ne vise pas spécialement des fins utilitaires. Il vient de l'étonnement. Il traduit un besoin qui va au-delà de la satisfaction des besoins du corps et qui est le propre de l'homme. Or, c'est de ce besoin que naît la philosophie, tout comme la science, qui se caractérisent toutes les deux comme un ensemble de connaissances reliées par des principes qui rendent compte de l'ordre des phénomènes de la nature et de l'existence en général. Ainsi, la philosophie et la science cherchent à relier des causes et à découvrir des lois, mais tandis que les sciences s'intéressent à des comment et à des pourquoi proches, particuliers, prochains, pour les mesurer, pour des raisons utilitaires, mais pour des raisons aussi désintéressées de curiosité,
la philosophie se porte sur des comment et des pourquoi qui sont les plus englobants, les plus universels, ceux des origines et ceux des fins. Certes, dans le domaine de la philosophie, on ne procède pas en faisant des mesures, car les fins ne sont pas utilitaires. On veut connaître les origines, les réalités telles qu'elles s'ordonnent, et les destinées, les finalités des processus de la réalité en général. Donc la mesure n'intervient pas, car les fins sont moins utilitaires. Mais, en ce qui concerne le but, ce but qui a pour source l'étonnement premier, il est le même. Alors vous me direz, très bien, mais vous voyez bien que la métaphysique ne procède pas comme les sciences, puisqu'elle ne doit pas traiter les personnes comme des objets, ces objets qui connaissent des relations de type mécanique ou chimique. Eh bien, je vous répondrai, tout à fait. Vous avez raison. Ce qui distingue les sciences, c'est justement leur objet et les méthodes que ces objets commandent. Mais cela ne signifie absolument pas que les sciences se distinguent par là, plutôt se séparent. Elles se distinguent effectivement par leur objet et par leur méthode, mais en aucun cas elles se séparent pour autant. Donc la précision est... Nous allons voir que la précision en philosophie et en sciences diffère parfois à cause de l'objet. Vous comprenez facilement que le comportement humain, qui relève de la liberté et de l'autonomie, peut être très variable et totalement imprévu. Donc il est très difficile de le mesurer. Et pourtant, le comportement psychologique est très prévisible quand on connaît les lois de la psychologie. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on enserre le phénomène de l'autonomie et de la liberté dans un cadre extrêmement rigoureux. Mais vous allez voir que la communauté, la proximité, pas la proximité, je dirais même, il y a identité à un certain niveau entre la science et la philosophie. Là, je viens de prendre un exemple où l'objet étant différent, l'objet des sciences et l'objet de la philosophie qui s'intéresse à ce qui est le plus global diffèrent. Mais on pourrait le dire d'une science à une autre. Si vous prenez par exemple la microphysique, en microphysique, il y a des phénomènes totalement aléatoires qui sont imprévisibles ou qui requièrent les statistiques et la probabilité, comme dans le domaine des sciences humaines. Si vous prenez par exemple les cours de la bourse, ils suivent des cours qu'on appelle chaotiques, qui sont modélisés qui sont décrits par des modèles mathématiques déterministes, dits déterministes chaotiques, qui simulent le hasard. Voilà un exemple où le comportement humain et les comportements de type physique se ressemblent. Mais le problème n'est pas là. Il est indubitable que dans le domaine mécanique et chimique, il y a une précision qui est plus stricte que celle que l'on peut rencontrer en biologie, en psychologie, et bien sûr dans le domaine existentiel, où là, la surprise peut être totale en raison de la liberté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rigueur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi psychologique stricte. Mais tout cela, c'était pour dire que l'objet et la méthode peuvent distinguer les domaines et les disciplines, mais qu'elles ne se séparent pas. Je dis, elles ne se séparent pas par leur finalité, qui est de connaître. Elles ne se séparent pas non plus par leur méthode jusqu'à un certain degré, c'est-à-dire le champ. Mais je vais aller plus loin, et nous allons voir que la science et la philosophie ne se séparent pas également à partir des instruments qu'elles emploient. Et c'est le point central, un peu le pivot qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que cette notion de raison et qui va nous amener à revoir notre conception moderne de la science et de la philosophie et de la métaphysique. Donc je viens de donner des exemples qui distinguent, l'exemple donc de la psychologie, de comportements humains qui peuvent relever de la probabilité. Avons-nous des outils qui sont communs
aux sciences en général, mathématiques, physique, biologie, toutes les sciences, et à la philosophie? La réponse est oui, absolument oui. C'est ce qu'on ne dit jamais. Alors quels sont ces principes? L'étude des raisonnements humains dans tous les domaines montre qu'il y a des principes universels et nécessaires. Je vais les énoncer ici. Je renvoie à un très bon manuel des années 20. On enseignait ça dans la première moitié du XXe siècle, surtout dans les écoles. On l'enseignait au lycée. On ne l'enseigne plus malheureusement aujourd'hui. On l'enseignait aussi dans les séminaires, a fortiori. Je conseille 2 manuels. Un manuel d'un jésuite qui s'appelle Charles Lahr, L-A-H-R, manuel de philosophie, qui est un excellent manuel, une synthèse absolument remarquable qui est d'un niveau qui était enseigné à cette époque en terminale, qui est d'un niveau, je dirais aujourd'hui, de maîtrise ou de master. Je conseille aussi le livre du chanoine Henri Collin, Manuel de philosophie thomiste, où tous ces principes sont exposés. C'est de là que je les tire, aussi du cardinal Mercier, dans son manuel de philosophie. Alors ces principes peuvent se ramener à 2 principes fondamentaux. Juste un mot sur le mot principe. Le mot principe, pour avoir une idée de ce que ça signifie, principe veut dire raison, cause. Ça peut être la cause originelle ou ça peut être la cause finale. Retenez que l'idée de principe signifie la raison des choses et que le principe est en général s'énonce comme un jugement. Vous allez voir donc ce que je vais maintenant présenter. Donc je vous disais, ces grands principes de la raison, qui sont communs à la science et à la philosophie, se ramènent tous à 2 grands principes fondamentaux. Le principe de non-contradiction, d'une part, et le principe de raison suffisante. Dans le principe de non-contradiction s'énonce de cette manière. On dit d'ailleurs, on dit principe de contradiction ou de non-contradiction, c'est égal. Il faudrait peut-être plutôt dire principe de non-contradiction pour bien faire comprendre de quoi il s'agit. Il se formule de cette manière. Il est impossible d'affirmer et de nier une chose dans le même temps. C'est l'aspect logique d'un fait ontologique fondamental. Tout ce qui est ce qu'il est. On dit aussi, alors là je ne veux pas entrer dans l'analyse précise du rapport entre principe d'identité et de non-contradiction, mais le principe d'identité nous dit une chose est ce qu'elle est. Elle ne peut pas être autre chose qu'elle est. Ça vous paraît tout à fait élémentaire, peut-être, toutes ces choses, mais je fais une parenthèse. N'oubliez pas que les mathématiques les plus sophistiquées, les plus hautes, ont pour point d'appui des notions strictement élémentaires comme des points, des droites, des choses banales. Et pourtant, lorsqu'on reprend ces concepts, et qu'on les structure, et qu'on voit leur rapport, on construit les mathématiques les plus sophistiquées, et on a la physique la plus sophistiquée. C'est la même chose en philosophie, lorsqu'on part de la critériologie, ce que je suis en train de vous décrire, c'est-à-dire des principes fondamentaux. Nous avons des choses qui paraissent tout à fait élémentaires, un peu bêtes, du style une chose est ce qu'elle est, une chose ne peut pas être elle et son contraire, et c'est sur ces principes qu'on bâtit une métaphysique très rigoureuse. Donc je disais, le principe de non-contradiction, une chose ne peut pas être elle-même et une autre, sous le même rapport et dans le même temps, précisons. Car une chose peut évidemment changer, et elle ne sera plus tout à fait la même. Mais nous allons voir que, c'est pour ça qu'il faut préciser, sous le même rapport et dans le même temps. Nous allons voir qu'il y a une identité, justement. Vous voyez comment le principe de non-contradiction est intimement lié au principe d'identité. Une chose a une identité. Alors, de ce principe-là, le principe de non-contradiction, découlent 3 autres principes, qui sont intimement liés, mais qui vont avoir des conséquences en logique et dans les raisonnements. Le principe du tiers exclu, une chose est ou elle n'est pas. Il n'y a pas de troisième voie possible. Cette porte est ouverte ou fermée. Alors, je fais juste une petite anticipation. Beaucoup des logiciens, des physiciens vont dire non, mais c'est pas vrai parce qu'au niveau microscopique, la porte est un peu ouverte ou un peu fermée. On peut facilement réfuter cette idée en montrant que
là on change d'échelle, qu'on n'est plus au même niveau et qu'il faut raisonner autrement. Mais il faudrait peut-être un exposé entier pour expliquer ça. J'en dirai quelques mots plus tard. Donc, tir exclu. Ou bien, ou la porte est fermée, ou la porte est ouverte. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est une des conséquences du principe de non-contradiction. Il y a aussi le principe du troisième équivalent. Lorsque deux choses sont identiques, à une troisième, elles sont identiques entre elles. Si A égale C et B égale C, A égale B. Le principe de contenance. Ce qui contient une chose contient aussi le contenu de cette chose. Si A est inclus dans B et B est inclus dans C, A est inclus dans C. Ces principes sont naturellement employés dans nos raisonnements, ils sont constamment utilisés en mathématiques. Ils servent à former les syllogismes que nous trouvons dans les mathématiques, que nous retrouvons dans la physique et dans toutes les disciplines. Toutes les disciplines fonctionnent à partir des syllogismes. Voilà les principes qui sont rattachés au principe de non-contradiction et qu'il ne faut jamais perdre de vue. Deuxième principe fondamental, auquel on raccroche un certain nombre de sous-principes, c'est le principe de raison suffisante. Il s'énonce brièvement de cette façon: tout être a sa raison d'être logique ou ontologique. Leibniz appelait ce principe, Leibniz rationaliste, mais pas dans le sens où je l'entendais tout à l'heure, pas un rationaliste positiviste, mais un rationaliste qui est métaphysicien. Leibniz appelait ce principe d'universelle intelligibilité. Il dit ceci: jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause, ou du moins une raison déterminante, c'est-à-dire quelque chose qui puisse servir à rendre raison a priori, pourquoi cela est existant plutôt que non existant, et pourquoi cela est ainsi plutôt que de toute autre façon. Voilà la définition de Leibniz du principe de raison suffisante qui est acceptable pour nous, même si, je veux dire, quand je dis nous, je dis dans la doctrine thomiste. Leibniz s'écartant de cette doctrine sur divers points. De ce second principe découle un principe fondamental qui est nié par la science moderne et par la philosophie moderne, depuis Kant au moins, depuis Hume exactement, depuis le philosophe Hume, Locke, je ne sais plus trop, depuis Hume de manière certaine, et depuis Kant, et depuis un certain nombre de les nominalistes et les positivistes, on nie le principe de causalité, enfin sa réalité. Ce second principe s'énonce de cette façon. Donc, je dis second, non, c'est un principe rattaché au principe de raison suffisante. Tout ce qui est a une cause. Alors, une petite précision, le principe de raison suffisante est global. Il embrasse toute réalité réelle ou possible, et Dieu également. Quand on parle de choses contingentes, qui peuvent être ou ne pas être. Donc il faut penser à cette différence. C'est pour ça qu'on distingue causalité de raison suffisante. Raison suffisante embrasse tout type de causalité, y compris Dieu qui est cause de lui-même. Autre principe qu'il faut rattacher au principe de raison suffisante. Le principe des lois, qui est capital et qui fonde un autre principe très courant dans les sciences, qui est le principe d'induction. Ce principe on l'appelle le principe des lois. Il s'énonce ainsi: deux causes naturelles absolument identiques produisent dans des circonstances identiques des effets identiques. C'est le fondement du raisonnement par induction, qui consiste à généraliser de quelques cas à tous les autres cas semblables, sans être obligé de traiter tous les cas. On n'est pas obligé de passer en revue tous les cas lorsqu'on a établi sur un petit nombre de cas, parfois un seul, lorsqu'on a établi sur un petit nombre de cas que lorsque dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous sommes sûrs que le phénomène va s'appliquer à tous les cas semblables. Alors Karl Popper, qui est un épistémologue connu, un physicien, qui est passé à la philosophie,
Quand les physiciens et les ingénieurs passent à la philosophie, il y a parfois des dégâts. Et ils ont l'impression qu'ils peuvent transposer comme ça leur type de raisonnement. C'est parfois catastrophique. Je le dis avec le respect que je dois à Sir Karl Popper. C'est un peu... l'épistémologie de Popper est totalement fluctuante. Voilà par exemple le type de réfutation. J'en dis quelques mots avant de continuer sur ces notions de principe et qui nous conduiront à la notion de raison. J'en dis un mot. L'objection au principe d'induction, Popper insiste beaucoup pour nier l'induction. Il dit qu'il n'y a pas d'induction. C'est pas parce que vous voyez une dizaine de signes blancs qu'il n'y a pas de signes noirs. Donc, Karl Popper rejetait le principe d'induction en affirmant, certes, tous les signes sont blancs, on voit un certain nombre de signes blancs, on se dit que tous sont blancs, or, pas de chance, il y a des signes noirs, en Tasmanie et en Australie, donc tous les signes ne sont pas blancs. Le principe d'induction ne marche pas. Cette réfutation est très faible, car il y a une foule de phénomènes et de réalités qui sont certaines et qui peuvent être établies sur la base du principe d'induction. Si l'on analyse l'eau, on sait qu'elle est faite de H2O. Dans tous les cas, vous êtes certain de cette structuration moléculaire. Que le phosphore se liquéfie à 44 degrés, c'est certain, il suffit de quelques expériences, c'est terminé. Vous pouvez répéter. Prenez la loi de la gravitation, certes, il faut faire des expériences à divers endroits, il faut faire des expériences avec le vide ou sans le vide pour voir que la pesanteur est la même partout, mais le chiffre est le même partout, à peu près, aux conditions physiques près. Et je dirais même plus, quoi que veuille faire l'épistémologie de Karl Popper, il ne fera jamais qu'un chat ne fera jamais un chien, et un chien ne fera jamais un chat. Et vous allez comprendre le principe d'identité de non-contradiction. Supposons même, par impossible, qu'un chat évolue, il ne sera plus le même, donc il ne sera plus un chat. Si le chat devait, par impossible, j'ai montré les limites de l'évolutionnisme ailleurs, mais si ce chat devait devenir un chien, eh bien on ne pourrait plus parler de chat. Donc le principe d'identité et de non-contradiction serait toujours le même. Alors Popper va douter parfois, on ne sait pas s'il doute en fait, selon les textes, il doute de ses principes, quelquefois il en doute, quelquefois il les adopte. Alors c'est intéressant parce qu'on peut facilement réfuter Popper de la façon suivante, il me semble. Il faudra reprendre de près cet auteur lors d'un autre exposé, mais il me semble qu'on peut dire la chose suivante. Il faut savoir que Popper avait condamné l'évolutionnisme en disant « ce n'est pas une théorie réfutable ». Il faut savoir que pour Popper, une théorie n'est scientifique que c'est réfutable. C'est-à-dire si on peut la dépasser par de nouvelles expériences qui la relativisent, comme la physique de Newton qui est dépassée par la physique d'Einstein. Donc dans sa première version, il avait dit l'évolutionnisme n'est pas réfutable, c'est comme le marxisme et comme la psychanalyse, on peut toujours trouver les conditions annexes et on peut toujours protéger la théorie, donc ce n'est pas une théorie scientifique, c'est une métaphysique. Par exemple, le marxisme, on peut toujours dire, quand vous parlez à un communiste, vous lui dites « vous avez vu l'URSS, ça s'est écroulé ». Et le communiste va vous dire « oui, mais parce que les conditions n'étaient pas réunies ». Et un psychanalyste, si quelqu'un a fait une psychanalyse de 20 ans et se suicide à la sortie, vous allez voir le psychanalyste, vous dire « oui, mais il n'a pas bien pratiqué sa psychanalyse, ou il s'en est bien tiré puisqu'il s'est suicidé ». On peut tout dire, quoi. Donc, Popper pensait que la psychanalyse, que le marxisme, l'évolutionnisme également, n'étaient pas des théories scientifiques, mais des métaphysiques, avec une conception, évidemment, erronée de la métaphysique. Je suis en train de démontrer, essayer de vous démontrer, à la suite d'auteurs très importants, thomistes, qui nous présentent la doctrine thomiste, que la métaphysique est une science. Alors j'ai envie de dire, on peut assez simplement réfuter Popper.
Parce qu'il faut savoir qu'après avoir considéré, dans sa carrière, après avoir été réfuté l'évolutionnisme, en disant l'évolutionnisme est une métaphysique, donc intéressant, mais rien à en dire, particulier, lui-même, ensuite, a considéré que sa théorie, son épistémologie, était une épistémologie tout entière évolutionniste. Quel étrange retournement. Alors on pourrait lui dire, soit votre théorie c'est une métaphysique, et alors, dans votre propre système, on n'a rien à en dire, c'est une théorie comme une autre, soit c'est une théorie que vous prétendez être scientifique, votre épistémologie évolutionniste, et dans ce cas-là, elle est parfaitement réfutable, elle est parfaitement dépassable. C'est le cas parce que quand on analyse les textes de Popper, on s'aperçoit qu'il y a des contradictions. Tantôt, on se sert de ces principes que je viens d'énoncer. Je viens de parler du principe de non-contradiction. J'ai parlé ensuite du principe de raison suffisante, causalité, loi, principe des lois qui fondent l'induction. Alors, voilà pour cette parenthèse sur Popper. Il fallait quand même en parler, puisque beaucoup de savants se réclament de Popper, ne jurent que par Popper. Il arrive même que dans certains manuels de philosophes, de bons philosophes catholiques, on trouve des références à Popper comme si c'était l'Évangile. Mais lisez Popper et vous verrez que on a tout et son contraire. Alors, dernier principe qui font partie de cet outil qu'on appelle l'organon de la raison, qui est l'outil qui sert aussi bien aux sciences qu'à la philosophie, le principe de substance. Alors on peut le rattacher, les philosophes donc réalistes, ceux auxquels je me réfère, le rattachent au principe de raison suffisante. Ce principe s'énonce de cette manière: toute qualité, toute manière d'être suppose une réalité qui possède cette qualité. On peut l'énoncer aussi de cette façon: tout changement suppose quelque chose de durable. En effet, une qualité qui ne serait la qualité de rien est absolument inintelligible. D'où cette idée de substance, du latin substare, qui veut dire se tenir dessous, et qui donne son nom au principe de substance. Pour un catholique, c'est très important, vous savez qu'on parle de transsubstantiation, et il nous faut absolument, cette notion de substance est capitale, puisque nous disons, l'hostie, les espèces se changent dans le corps du Christ, ça veut dire qu'il y a une substance. Alors attention ici, attention sur ce point, il ne faut pas se représenter la substance comme un pilote qui serait dans une nef, ou qui serait... il ne faut pas se représenter la substance comme un pilote dans une nef. La substance, c'est ce qui va recevoir les qualités ou qui va les produire. Je pense que la meilleure façon de comprendre la notion de substance, c'est de penser à l'âme humaine qui, lorsqu'elle est infusée par Dieu dans l'embryon, elle structure tout l'organisme et permet le développement et anime. Donc, le mot âme vient d'animer. Alors voilà, c'est pour ces principes, je les rappelle: identité, non-contradiction, 1. Raison suffisante, 2, dont le principe de causalité qui rentre dans la raison suffisante et qui est un sous-ensemble du principe de raison suffisante, et le principe de substance qu'on peut rattacher, parce que lorsqu'on parle de substance d'une chose, on fait aussi référence à sa raison d'être, à sa cause, donc on peut rattacher au principe de raison suffisante. Est-ce que là s'arrêtent les premiers principes de la raison ? À vrai dire, non. Il y a des principes seconds que je vais simplement énoncer, mais pas développer ici. Je renvoie à ces manuels, le manuel de Collin, Henri Collin, le manuel de philosophie thomiste, vous les trouverez présentés en détail. Je les énonce simplement: le principe de cause première, le principe de finalité et le principe de moindre action. On dit aussi d'économie ou principe de parcimonie, c'est la même chose. Moindre action, parcimonie, économie, c'est la même chose. Donc, cause première, c'est un principe intéressant, la cause première, parce que, par le principe de raison suffisante, on arrive à démontrer l'existence de Dieu d'un point de vue strictement rationnel. Je ne vais peut-être pas m'engager sur ce point, j'y reviendrai un autre jour pour continuer. Et je vais d'abord un peu récapituler. Je disais donc que je suis parti de cette question. Les évolutionnistes sont placés
comme tout savant est placé devant cette situation, nous sommes devant des faits inexpliqués. Les premières lois de la physique, comme la gravitation, le surgissement des espèces, la première cellule. Tout ça, ce sont des faits qui sont devant nous et qu'aucune science évolutionniste n'a encore expliqué. Alors on nous dit, on va démontrer un jour, on va expliquer. Donc le problème qui se pose, c'est est-ce que c'est miracle pour miracle? Et l'objet de mon développement aujourd'hui, c'est de dire non, cette opposition, cette alternative, ou la science ou le miracle, n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, et pour le comprendre, il faut comprendre que la raison est unique, aussi bien en philosophie qu'en science. Je l'ai montré par la finalité, je viens de le montrer par l'organon, c'est-à-dire par les principes, les instruments utilisés dans toutes les sciences et dans la métaphysique, et maintenant, nous allons nous intéresser à la raison elle-même, troisième point, qui montre, qui explique pourquoi il nous faut revoir notre conception de la science. Cette universalité des principes, elle a été contestée par des physiciens modernes. On a dit, Heisenberg a montré qu'au niveau microphysique, il y a des relations d'incertitude, on ne peut pas savoir ce qu'est une chose au niveau microphysique, on n'arrive pas à la positionner, donc on a eu tendance les physiciens en ont tiré une conception kantienne et idéaliste de là. D'autres se sont servis de la relativité pour dire tout est relatif, le temps et l'espace ne sont pas des absolus, donc tout est relatif, et on a tendance de façon un peu illégitime à étendre ça dans le domaine moral, mais c'est tout à fait légitime. Et aussi, on s'est référé à la logique de Gödel pour dire, et son fameux théorème d'incomplétude, aucun système ne se referme sur lui, ne peut se prouver lui-même. Il faut toujours un référent extérieur. Je ne peux pas, bien sûr, aborder ces sujets, chacun de ces sujets ici, qui sont complexes, mais je le note, certains auteurs ont utilisé ces découvertes en physique et en logique pour dire les principes ne sont pas remis en cause. Alors, je dis, je ne peux pas développer, mais on peut très facilement écarter ces objections de la façon suivante. Premièrement, il faut savoir qu'en physique relativiste, il y a des constantes et qu'il y a des absolus. Deuxièmement, je prends des arguments de divers types, mais Gödel était un réaliste platonicien, c'est-à-dire qu'il admettait aussi qu'il n'y a pas de relatif sans absolu. Et quant à la physique d'Heisenberg, on pourrait montrer assez facilement que déjà le problème de l'indétermination de l'objet, elle existe déjà à l'échelle humaine. Ce n'est pas la peine d'aller au niveau de la microphysique. La mouche voit un univers qui n'est pas le nôtre. Donc, ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne sait pas ce que c'est une chose en soi. Parce que comment savons-nous que la mouche a une vision, une perception du réel qui n'est pas le nôtre? Mais justement, précisément, en faisant des expériences, en analysant le système de la perception de la mouche, comment on l'analyse? Avec tous les principes que je viens de vous donner, en se servant du principe d'identité, du principe de non-contradiction, du principe de causalité, du principe des lois, etc., etc. Tous ces principes sont utilisés par le scientifique. Et comment Heisenberg, Gödel ou Einstein arrivent à ces fameuses lois? Ils y arrivent de la même façon, en se servant de cet organon de la raison que je viens brièvement de vous décrire, et qui, comme je vous le disais, comme en mathématiques, sont des choses absolument élémentaires et évidentes, qui tombent sous le sens, et qu'il faut quand même regarder, parce que c'est ça la philosophie, il faut quand même regarder les choses qui sont sous notre nez, qui sont évidentes, mais qui permettent de construire ensuite un édifice qui est extraordinaire. Alors, quelle est la nature, c'est donc mon troisième point, quelle est la nature de la raison? Je vous disais tout à l'heure que les scientifiques nous disent ou le miracle ou la science. Vous devez choisir. En gros, ou la création,
Et là, vous n'êtes pas dans la science, vous êtes dans les hypothèses, la métaphysique, la nuit où tous les chats sont gris. Ça, c'est leur conception. Elle est absolument inexacte. Et je vous disais que cette conception de la science est une conception qui tend à penser qu'il n'y a que des expérimentations tangibles, sensibles, ou qu'il n'y a pas d'expérimentation en métaphysique. Or, qu'est-ce que nous venons de constater? Si vous avez bien remarqué que ces notions dont je vous parle, tous ces principes dont je vous parle, sont des notions tout à fait immatérielles. Sont des notions tout à fait immatérielles. Le concept de justice, par exemple. Le concept de justice, vous ne le trouvez pas dans la nature. Vous pouvez trouver une allégorie de la justice, vous aurez une statue, mais vous ne trouvez pas le concept de justice. C'est une relation. On peut la définir autrement, ce qui revient à chacun, on peut dire c'est la justice. Mais vous voyez, quand on fait ça, on énonce un jugement, et pour énoncer ce jugement, on procède, on fait un travail d'abstraction. Et j'attire votre attention sur une chose très importante, sur une notion très importante. Cette notion d'abstraction, qui semble... On a toujours l'impression que l'abstraction, c'est de schématiser, c'est de réduire. En aucun cas, la capacité d'abstraction chez l'homme est révélatrice de la spiritualité de la raison. C'est une des découvertes qu'a faite Aristote au IVe siècle, avant Jésus-Christ, avant même la Révélation, ce qui montre que la raison humaine est capable d'aller très loin dans la connaissance du réel et d'elle-même. Je redis ce que je viens de dire, l'importance de ce point, la notion de justice, ou encore la notion d'infini. Si je vous dis l'infini, tout le monde est capable de comprendre ce de quoi je parle, et pourtant personne n'a rencontré l'infini. Si je vous dis le concept de Dieu, tout le monde comprend ce que veut dire Dieu ou l'absolu, pourtant, excepté les mystiques qui font une expérience directe, sensible ou suprasensible de Dieu, tout le monde sait ce qu'est le concept de Dieu sans l'avoir rencontré, à part peut-être André Fossard. Mais voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous entendons, nous comprenons ces concepts qui sont immatériels, et pourtant, ils ne sont pas tangibles. De là, nous pouvons en déduire cette chose importante, c'est que nous pouvons aussi expérimenter en métaphysique, et je pourrais le dire de cette manière, les positivistes qui se sont moqués, ou qui ont ri des spiritualistes en disant « l'âme, je ne la trouve pas sous le scalpel », eh bien, ils ont tort de se moquer, parce que le scalpel qui permet de trouver l'âme n'est évidemment pas un scalpel matériel. Le scalpel de l'âme, c'est l'âme elle-même. C'est ce que nous montrent les concepts qui, en eux-mêmes, sont immatériels. Alors, vous allez me dire, un concept, on peut toujours le représenter, il y a toujours une image, on associe une image, ou on peut faire un schéma, et donc il y a quelque chose de sensible. C'est un résultat. C'est le résultat de notre capacité d'abstraction. Et cette capacité d'abstraction, c'est ce qui nous sépare de l'animal. L'animal fait des associations d'idées ou d'images. Un loup sait ce qu'est une brebis sait ce qu'est le loup. Mais l'animal n'est pas capable de faire un retour réflexif sur ce qu'il vient de faire, sur sa perception sensible, pour en dégager un concept, le concept de loup, ou le concept de justice en général. Il s'arrête au besoin et à la satisfaction de son besoin. Et l'association d'idées suffit, l'association perceptive suffit. L'animal a même une conscience, mais cela ne suffit pas à faire de la conscience, et l'association des idées ne suffit pas à faire une âme spirituelle. Ce qui montre l'âme spirituelle, le vrai scalpel du transcendantal, si vous voulez, c'est le concept immatériel, c'est cette capacité qu'a l'homme de faire une abstraction. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi il n'y a aucune raison d'opposer la science et la métaphysique, mais plus que ça, non seulement il ne faut pas les opposer, mais il faut dire que la métaphysique est la science rigoureuse qui fonde toutes les sciences, pour cette raison bien simple que l'unique instrument, c'est la raison, et cette raison qui est tout entière spirituelle.
À présent, nous allons voir dans un autre exposé que le rapport de la science et de la foi est totalement modifié si nous raisonnons de cette manière, parce que nous pouvons rationnellement démontrer l'existence de Dieu, mais il est vrai, il y a un certain nombre de choses auxquelles la raison ne peut pas accéder et qui relèvent de la révélation, mais c'est un sujet que nous aborderons la prochaine fois. Je vous remercie.